Je m'appelle Amélie et j'ai 36 ans. Lors du brunch du Nouvel An à Lyon, la pièce était bruyante de cette façon polie et artificielle que prennent les familles quand elles veulent que tout ait l'air normal. J'étais à la moitié de mon assiette quand une petite ombre s'est glissée à côté de ma chaise, d'un pas assuré et délibéré, comme si le geste avait été répété. La main d'un enfant a fait basculer une assiette à moitié vide et des restes tièdes se sont effondrés sur ma nourriture, en plein centre, comme si j'étais une poubelle que quelqu'un avait oublié de sortir. Puis elle m'a regardée et a dit « Maman dit que tu es le rebut de la famille ». Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas tressailli, je n'ai pas protesté, je n'ai même pas regardé autour de moi pour voir qui observait la scène, car je savais déjà qu'ils le faisaient tous. J'ai simplement fixé le désordre dans mon assiette et j'ai senti quelque chose en moi s'éteindre. Le genre de silence qui ne vient pas avec les larmes, mais avec une décision. Ce soir-là, après que tout le monde fut rentré et que la conversation de groupe sur WhatsApp se fut calmée, mon téléphone s'est allumé avec un message de ma mère. « Tu ne fais plus partie de nos vies. » 2 personnes ont réagi immédiatement. Un pouce levé, rapide et désinvolte, comme s'il était plus facile d'appuyer sur un bouton que de me regarder dans les yeux. J'ai souri à mon écran et j'ai tapé une seule ligne. Très bien. Tout ce qui est à mon nom disparaît demain. Puis j'ai quitté le groupe. Avant minuit, les messages n'arrêtaient plus de fuser, paniqués et fragmentés, comme si quelqu'un avait débranché une prise et qu'il commençait à peine à entendre le silence. Avant que je vous dise ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après que je suis partie, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où me regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. De retour dans mon appartement ce soir-là, le silence semblait plus lourd que les murs. J'ai posé mon téléphone face contre le plan de travail et je l'ai laissé là, vibrant contre le stratifié comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Par habitude, j'ai allumé la lumière de la cuisine, mis la bouilloire en marche, répétant les mêmes petits gestes que je faisais depuis des années. La seule vraie différence était dans ma poitrine. Quelque chose qui avait l'habitude de se plier automatiquement aux crises des autres s'était finalement rigidifié. Je m'appelle Amélie Durand. J'ai 36 ans et si vous regardiez ma vie sur le papier, vous diriez que je m'en sors bien. J'ai un emploi stable dans les opérations pour une entreprise de logistique en banlieue de Lyon. Un 2 pièces sans ascenseur dont je paie le loyer à temps, pas d'enfants, pas d'animaux, pas de partenaire avec qui négocier. J'ai le genre de dossier financier qui donne le sourire aux banquiers. Mais rien de tout cela n'est la raison pour laquelle ma famille a besoin de moi. Ils ont besoin de mon nom. Ma sœur cadette, Camille, a 3 ans de moins que moi et a été le centre de l'univers des Durand depuis qu'elle s'est parlé. Mes parents, Martine et Philippe, organisaient leur journée autour de ses moindres désirs, même quand nous étions enfants. À l'époque, c'était des leçons de danse et des baskets neuves. Aujourd'hui, c'est un SUV qu'elle ne peut pas se permettre, une image qu'elle ne peut pas maintenir, et sa propre fille, Léna, à qui l'on a appris que les adultes qui paient pour sa vie ne m'incluent pas. Depuis plus d'1 décennie, chaque fois que quelqu'un dans ma famille avait des difficultés, la solution passait discrètement par moi. Quand mes parents étaient à quelques mois de perdre leur pavillon de banlieue à cause d'arriérés d'impôts et d'un 2e crédit immobilier qu'ils ne comprenaient pas, j'ai contracté un prêt personnel assez important pour régler le plus gros. Le remboursement mensuel quitte toujours mon compte le même jour chaque mois, une somme à 4 chiffres prélevée avant même que je ne voie mon salaire. Quand Camille a voulu une voiture plus récente pour la sécurité de Léna, le concessionnaire n'a pas voulu lui accorder le financement seul. Alors, j'ai signé en tant que titulaire principal du contrat de location avec option d'achat. Le loyer est prélevé automatiquement sur mon compte. La carte grise, l'assurance plus élevée et les péages de ces week-ends à la campagne sont tous débités sur des cartes à mon nom. Quand le travail à temps partiel de Martine a cessé de lui offrir une bonne couverture, je l'ai ajouté comme ayant droit sur la mutuelle de mon entreprise. La cotisation est déduite de mon salaire et le reste à charge est payé avec ma carte. Quand le prix du traitement pour l'hypertension de Philippe a augmenté, j'ai dit à la pharmacie de garder sa carte vitale enregistrée avec la mienne pour qu'il n'ait pas à s'en soucier. Même le centre aéré de Léna, le club d'informatique dont Camille se vante auprès de ses amis, m'est directement facturé. Les frais mensuels semblent modestes si on les regarde seuls.
Ils ne le semblent plus quand on les ajoute à l'abonnement téléphonique familial, à la connexion Internet qui est à mon nom et aux abonnements de streaming auxquels tout le monde se connecte depuis son salon pendant que je mange des restes au-dessus de l'évier. Rien de tout cela n'a jamais été présenté comme une demande. Au début, ça ressemblait à de la flatterie. Tu es si organisée, Amélie. Tu gères si bien l'argent. On serait perdu sans toi. Ces phrases étaient le papier cadeau. À l'intérieur se trouvait toujours la même supposition, je réglerai le problème, parce que c'est ce que je fais. Avec le temps, il n'y a même plus eu de conversation. Les factures migraient simplement vers moi. Les avis étaient transférés, les identifiants de connexion changeaient de main, et d'une manière ou d'une autre, je suis devenue la personne dont le nom apparaissait sur tout ce qui était important, tout en étant traitée comme une invitée à chaque événement familial. Les urgences de Camille étaient traitées comme des catastrophes naturelles. Mes heures supplémentaires et mes petits boulots étaient traités comme la météo. Je me disais que c'était ce que faisaient les filles adultes. On intervient quand ses parents trébuchent. On soutient sa sœur dans les moments difficiles jusqu'à ce qu'elle s'en sorte. On ne détaille pas chaque sacrifice ni ne demande d'applaudissements. On continue, simplement, parce que l'alternative ressemble à une trahison. Debout dans ma minuscule cuisine avec la bouilloire qui sifflait et mon téléphone qui vibrait sur le plan de travail, j'ai réalisé que je pouvais lister chaque montant que je payais pour eux, mais que je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois où l'un d'eux m'avait demandé ce que cela me coûtait. Je connais par cœur chaque date d'échéance et chaque mot de passe lié à leur confort. Je peux visualiser la couleur du logo de chaque entreprise quand je ferme les yeux, de la même manière qu'une infirmière apprend les étiquettes des médicaments. Ce que je n'ai pas, c'est une seule feuille où tout cela est regroupé. J'ai toujours évité de le faire, me disant que l'amour n'a pas sa place dans un tableur Excel. Que la famille n'est pas censée ressembler à un compte que l'on doit équilibrer. Ce soir-là, pour la première fois, l'absence de cette feuille m'a semblé moins une vertu qu'un déni. Quand la bouilloire s'est arrêtée, j'ai finalement pris mon téléphone. L'écran était encombré de notifications, des icônes empilées se disputant l'attention. La conversation de groupe se trouvait en haut, figée sur mon dernier message. Je l'ai ignorée et j'ai ouvert mon application bancaire à la place. La roue de chargement a tourné une fois, puis mes comptes sont apparus. Des chiffres nets et indifférents qui m'avaient toujours semblé distants me paraissaient maintenant comme quelque chose que je pouvais reprendre. Je suis allée directement à la section des paiements récurrents. La liste était plus longue que je n'aime l'admettre. Mon propre loyer et mes charges étaient en haut. Puis venaient les autres. Une ligne pour un prêt lié au pavillon de mes parents, marqué avec leur adresse, mais mon nom. Un paiement de location pour un SUV immatriculé au nom de ma sœur. Un prélèvement pour une mutuelle avec 3 ayants droit. Des frais récurrents pour une activité périscolaire au nom de l'ENA. Un abonnement téléphonique familial avec plusieurs lignes. Une connexion Internet à une adresse qui n'était pas la mienne. Des comptes de streaming et d'autres abonnements, tous liés à mes cartes. Pendant des années, j'avais fait défiler cette page sans vraiment la voir. Ce soir-là, elle avait l'air différente. Chaque ligne était une histoire sur qui avait eu le droit de se détendre et qui ne l'avait pas eu. Chaque déduction portait une histoire d'appel, de larmes, d'excuses et de cette gratitude forcée qui ne se transformait jamais en véritable remerciement. J'ai ouvert une nouvelle note et j'ai listé chaque obligation avec la personne qui en bénéficiait à côté. Le prêt pour la maison, mes parents. Le contrat de location de la voiture, ma sœur. La mutuelle, encore mes parents. Le club d'informatique, ma nièce. Les lignes téléphoniques, presque tout le monde sauf moi. J'ai écrit les montants en toutes lettres au lieu de chiffres, me forçant à en ressentir le poids. Des sommes à 4 chiffres par-ci, à 3 chiffres par-là, des séries de 2 chiffres qui ne semblaient pas grand-chose jusqu'à ce qu'elles s'empilent pour former quelque chose d'énorme. Une fois que tout était regroupé, il n'y avait plus rien à contester. Ce n'était pas une poignée de faveurs. C'était une vie parallèle que je finançais tout en gardant la mienne délibérément petite. J'ai commencé par les choses qui ne les touchaient que. Le paiement du SUV pouvait être retiré de mes épaules. La société de financement proposait une assistance par chat. J'ai demandé comment cesser d'être la payeuse principale et comment diriger les factures vers la personne qui conduisait réellement la voiture. Ils ont été polis mais fermes.
Il ne pouvait pas réécrire le contrat. Ce qu'il pouvait faire, c'était cesser de prélever sur mon compte et envoyer chaque facture directement à l'adresse enregistrée au dossier. J'ai confirmé le changement et j'ai vu le statut se mettre à jour. Le prochain prélèvement ne viendrait pas de mon compte. Ensuite, les lignes supplémentaires de mon forfait téléphonique. Dans les paramètres du compte, chaque appareil avait une étiquette. Maman, papa, Camille, tablette de Léna. La mienne était la seule dont j'avais réellement besoin. J'ai vérifié les dates de contrat et pesé la pénalité pour la réduction du forfait par rapport à une autre année à payer pour 4 lignes. Les frais pour les couper étaient inférieurs au coût de la poursuite. J'ai programmé le changement pour le prochain cycle de facturation. Leur téléphone ne s'éteindrait pas du jour au lendemain, mais l'avis serait envoyé. Ils auraient le temps de transférer leur numéro et d'apprendre ce que coûte un service quand personne d'autre n'amortit la facture. Pour le remboursement du prêt de la maison, j'ai laissé l'accord de base intact et j'ai seulement arrêté le prélèvement automatique. La banque enverrait un avis lorsque le virement n'arriverait pas. Mes parents devraient parler eux-mêmes aux créanciers au lieu de laisser mon solde absorber leur silence. Le centre aéré était simple. Il y avait un portail avec un interrupteur pour la facturation automatique. Je l'ai désactivé. Le site a averti que les futurs frais devraient être payés manuellement pour maintenir l'inscription active. Une bannière rouge est apparue en haut de la page et y est restée même après que je me sois déconnecté. La mutuelle demanderait plus de soins. Je ne pouvais pas laisser tomber mes parents au milieu d'une période de couverture sans leur donner une chance de s'adapter. Sur le portail de mon entreprise, j'ai lu les règles pour changer les ayants droit. Il y avait des fenêtres pour les mises à jour, des pénalités pour les retraits en cours d'année, des options pour qu'ils continuent la couverture par eux-mêmes. J'ai sauvegardé les pages pertinentes et j'ai décidé que cette partie ne bougerait pas ce soir. Au moment où j'ai fermé la note, j'avais une carte de chaque connexion entre mes comptes et le confort de mes proches. Certains changements étaient déjà en cours. D'autres attendaient un appel ou un formulaire. Tous étaient visibles d'une manière qu'ils ne l'avaient jamais été auparavant. Mon téléphone vibrait toujours avec des messages que je refusais d'ouvrir. Je l'ai de nouveau posé sur la table, en mode silencieux, et j'ai fermé l'ordinateur portable. L'appartement avait la même taille que toujours, mais ma vie ne me semblait plus complètement occupée. Un peu avant minuit, le silence dans mon appartement a changé. Mon téléphone continuait de s'allumer sur la table par brèves impulsions. Je l'ai laissé clignoter quelques fois avant de le retourner. Des bannières de notifications s'empilaient sur l'écran de verrouillage, la plupart provenant de nouvelles conversations là où se trouvait autrefois le groupe familial. Au-dessus, il y avait 2 alertes de ma banque, toutes 2 marquées comme importantes. J'ai ouvert les messages de la banque en premier. Le système avait bloqué un prélèvement programmé lié au prêt de la maison après que j'ai supprimé l'autorisation plus tôt dans la soirée. Un autre avis indiquait qu'un paiement récurrent pour la location de la voiture n'avait pas pu être traité et nécessiterait une nouvelle source de financement. Le langage était neutre, mais le timing signifiait que ces alertes arrivaient dans plus d'une boîte de réception, pas seulement la mienne. Quand je suis revenu à l'écran d'accueil, les fils de messages sont devenus nets. Un de Camille, un de Martine, un de Philippe et un d'un numéro inconnu. J'ai ouvert celui de ma sœur en premier. Ces messages s'empilaient les uns après les autres. Au début, elle voulait savoir ce qui se passait avec le paiement de la voiture et pourquoi son application bancaire montrait le prélèvement automatique comme indisponible. Puis le ton a viré à l'accusation, insistant pour que je règle ça maintenant parce que j'avais signé le contrat de location et que, comme elle l'écrivait, mon nom était sur tout. Chaque ligne portait la même supposition qu'elle avait toujours eue, mon rôle était d'absorber les conséquences. J'ai fermé sa conversation sans répondre et j'ai cliqué sur celle de Martine. Les messages de maman étaient plus longs. Elle avait transféré l'avis de paiement bloqué pour la maison et ajouté un paragraphe sur le fait qu'ils étaient passés si près de la perdre la dernière fois. Elle appelait le pavillon, notre maison, et la seule chose qui nous reste, comme si ce n'était pas moi qui l'avais maintenue à flot pendant des années. Sa dernière phrase disait qu'elle savait que j'étais contrariée, mais me rappelait que la famille ne tourne pas le dos pour un commentaire déplacé d'un enfant. Le numéro inconnu s'est avéré être celui de Philippe. Il avait envoyé moins de textos, mais chacun semblait plus lourd. Il m'a dit que je faisais du cinéma, que les adultes responsables ne jouaient pas avec les crédits immobiliers et les couvertures santé.
Il a qualifié la décision d'irréfléchie. Il ne l'a jamais appelée « ma décision ». J'ai lu chaque message une fois, puis j'ai posé le téléphone et me suis servi un verre d'eau. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de répondre, ni pour expliquer, ni pour me défendre, ni pour proposer un compromis qui mettrait tout le monde à l'aise et me laisserait moi en difficulté plus tard. J'ai ressenti le besoin de m'assurer que chaque mesure que j'avais prise tiendrait la route si quelqu'un essayait de la contester. Romain était la seule personne dans ma vie qui connaissait les grandes lignes de mes finances. Nous nous étions rencontrés quand j'avais commencé dans l'entreprise de logistique, alors que je remboursais encore mon prêt étudiant et que je prenais des heures supplémentaires. Il travaillait comme analyste senior dans un autre département et faisait du conseil à temps partiel, aidant les gens à démêler les nœuds financiers qu'ils avaient créés. Après m'avoir écouté décrire une autre série d'aides temporaires pour ma famille, il m'avait un jour demandé de tout rassembler dans un seul dossier. C'était la chose la plus proche que quelqu'un ait jamais faite de me dire que j'avais le droit de fixer des limites. J'ai fait défiler les conversations familiales et j'ai ouvert notre dernière discussion. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier pendant une longue minute avant que je ne tape une question. Je lui ai expliqué dans les grandes lignes ce que j'avais fait ce soir-là et j'ai demandé si ces changements étaient suffisants pour retirer mon nom des endroits où il n'aurait jamais dû être, et ce que je devais encore faire pour me protéger. Je ne m'attendais pas à une réponse avant le matin. La réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Il a écrit qu'il ne pouvait pas donner de conseils juridiques formels par texto. Mais d'après ce que je décrivais, arrêter les prélèvements était le seul moyen de pousser les autres adultes à prendre leurs responsabilités. Il m'a suggéré d'appeler ma banque pendant les heures d'ouverture pour mettre en place des oppositions formelles sur tout ce qui était encore programmé sur mes comptes et de demander une confirmation écrite. Il m'a dit de télécharger tous les relevés montrant l'historique de qui avait été payé et d'où, et de sauvegarder des copies quelque part où ma famille n'avait jamais mis les pieds. À la fin, il a écrit une phrase qui a eu plus d'impact que n'importe quelle menace provenant des téléphones de ma famille. Si quelqu'un voulait m'accuser d'abandon, la trace écrite montrerait une décennie du contraire. J'ai relu cette phrase avant de verrouiller mon écran. Les textos de l'autre côté de la ville continuaient d'arriver, s'empilant dans des fils invisibles. J'ai laissé le téléphone face contre table et je me suis assise près de la fenêtre. Dehors, la nuit entre une année et la suivante semblait enfin assez calme pour que je puisse m'entendre penser. Le lendemain, en fin de matinée, j'ai choisi un endroit d'où je pourrais partir sans que personne ne me bloque la porte. Il y avait un petit bistrot en bordure du centre-ville, avec des comptoirs ébréchés et du café à volonté, le genre d'endroit où les gens s'occupaient principalement de leurs affaires. J'ai pris une banquette le long du mur, face à l'entrée, et j'ai entouré une tasse de mes mains jusqu'à ce que la chaleur les calme. Martine est entrée la première, ses yeux balayant la salle comme si elle s'attendait à ce que de mauvaises nouvelles soient écrites au-dessus de ma tête. Philippe a suivi, la mâchoire serrée et son manteau à moitié ouvert. Camille est arrivée en dernier, toujours en train de faire défiler son téléphone, traînant Léna à ses côtés. Ils m'ont repéré et se sont dirigés ensemble vers la banquette. Une unité si bien rodée que ça faisait mal à voir. Ils se sont installés. Martine et Philippe en face de moi, Camille à côté de moi, Léna sur le bord extérieur où elle pouvait voir tous les visages. Un instant, nous avons laissé le cliquetis des assiettes et le grésillement de la planche à parler à notre place. Philippe a parlé le premier. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table, la voix basse mais tranchante. Il a dit qu'il était temps d'arrêter ce petit jeu auquel je pensais jouer. Les crédits immobiliers n'étaient pas un moyen de pression. Les prélèvements automatiques n'étaient pas des armes. Le paiement de la maison avait été rejeté. La société de location envoyait déjà des avertissements. Et les adultes ne faisaient pas de coups tordus qui mettaient en péril les toits et les contrats. Il a qualifié ce que j'avais fait d'irréfléchi. Les doigts de Martine trituraient le menu plastifié. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas dormi, que l'idée de perdre le pavillon la rendait malade, qu'elle ne reconnaissait pas la version de moi qui pouvait couper les ponts avec ses propres parents pour des sentiments blessés. Elle a présenté cela comme un moment de colère, pas la fin d'un long schéma. Camille ne s'est pas embarrassée de retenue. Elle est allée droit au but, la voiture. Elle m'a rappelé que le contrat de location était à mon nom, que ma signature figurait sur chaque page, que si le paiement s'arrêtait, les agences de recouvrement viendraient me chercher en premier.
Elle a dit qu'elle avait besoin de ce véhicule pour Lena, qu'elle ne se voyait pas traîner sa fille dans quelque chose de vieux et peu fiable. Le message sous chaque phrase était le même. Mon rôle était d'absorber les dégâts. Je les ai laissés parler. J'ai compté mes respirations, laissé chaque accusation atterrir et glisser. Quand ils ont finalement fait une pause, attendant que je m'excuse ou que je recule, j'ai sorti un fin dossier de mon sac et je l'ai posé sur la table. Je l'ai ouvert vers eux. La première feuille montrait l'historique du prêt pour leur maison, une pile de virements prélevés sur mon compte au cours des 10 dernières années. Derrière, il y avait les relevés de location pour le SUV. Chaque paiement marqué comme réussi jusqu'à celui qui avait été bloqué après que j'ai changé l'autorisation. Après cela venaient les pages récapitulatives de ma mutuelle listant les ayants droit et les cotisations. Les factures du centre aéré et les factures de téléphone pour le forfait familial. Chaque appareil étiqueté avec un nom. Personne n'a rien pris. Martine fixait les colonnes. Philippe fixait les dates. Camille ne regardait que la ligne du contrat de location où le dernier prélèvement avait échoué. Voilà ce que j'ai fait, ai-je dit. Pas une faveur. Pas de temps en temps. Pendant des années. Le regard de Philippe a lentement parcouru la page. Il a demandé pourquoi je ne leur avais jamais dit le total, pourquoi je les avais laissés dans l'ignorance si c'était si lourd. C'était la première fois qu'il reconnaissait qu'il y avait d'un total. L'expression de Martine s'est effondrée en voyant à quel point les relevés remontaient loin. Elle a commencé à dire qu'elle aurait aidé si elle avait compris, puis s'est arrêtée, ses mots se heurtant aux preuves devant elle. Camille n'a pas quitté des yeux les relevés de la voiture. Elle a dit que si je me souciais de Lena, je réglerais cette ligne d'abord et qu'il pourrait s'occuper du reste plus tard. Son attention était exactement là où elle avait toujours été, sur la chose qui lui donnait l'air de réussir. Lena était restée silencieuse, penchée sur un menu pour enfants avec un bout de crayon. Au son de son nom, elle a levé les yeux, son regard passant du dossier à sa mère, puis à moi. « Je croyais que tu aimais payer pour nos affaires », dit-elle du ton neutre qu'ont les enfants quand ils répètent un fait. « Maman dit que tu le feras toujours parce que tu n'as pas vraiment ta propre famille. » L'air autour de la table a changé. Camille s'est figée. La main de Martine est montée à sa bouche. Philippe a regardé la petite fille comme si elle venait de lire un verdict. J'ai gardé mon attention sur Camille. Et c'est pour ça, ai-je dit, que le paiement s'est arrêté. J'ai refermé le dossier, l'ai glissé dans mon sac et je suis sortie de la banquette. Personne n'a bougé pour me suivre alors que je passais devant le comptoir et sortais dans la lumière hivernale. 2 jours après le bistrot, les premières vraies réponses sont arrivées dans les enveloppes des autres. Des logos de banque ornaient les coins du papier blanc. Les noms de mes parents apparaissaient comme emprunteurs, celui de ma sœur comme cliente, et le mien sur la ligne du compte qui avait alimenté leur solde. Le système s'adressait enfin à eux au lieu de me traiter comme la seule adulte responsable. L'avis du prêt immobilier était direct. Un prélèvement programmé avait échoué. Des frais seraient ajoutés si aucun virement n'arrivait pendant le délai de grâce, et si le compte glissait davantage, le prêteur contacterait les emprunteurs pour discuter des options. J'avais vu ce langage des années auparavant quand j'avais accepté d'aider. Ce qui avait changé, c'était ma volonté de laisser ces phrases atterrir là où elles devaient. Mon téléphone a réagi avant eux. Les textos de Camille sont arrivés en rafale. De longues chaînes d'accusations et d'exigences. Elle a écrit que j'essayais de ruiner sa vie pour un mauvais moment, qu'elle avait besoin de la voiture pour Lena, que j'avais tout gâché avec le prêt, l'abonnement, le club. Chaque solution dans son esprit était la même, j'appellerai, je réparerai, et je m'excuserai. Les messages de Martine étaient plus lents mais plus denses. Elle parlait de la fois où elle et Philippe avaient failli perdre le pavillon, de comment elle avait enfin pu dormir en pensant que le prêt était stable, de comment elle ne reconnaissait pas la fille qui pouvait regarder ses parents régresser. Sous tout cela se cachait une seule conviction, un bon enfant retournerait au feu. Philippe a écrit le moins. Ses messages étaient directs, centrés sur le devoir et la fierté. Les adultes honorent les accords. J'avais signé de mon nom, donc j'étais responsable. Faire marche arrière maintenant était égoïste. Il n'a pas mentionné que chaque signature était intervenue après un désastre que lui et Martine ne pouvaient pas régler seuls. J'ai refusé de refléter leur ton.
Quand ils disaient que je détruisais leur capacité de crédit, je répondais que j'avais passé plus d'une décennie à la protéger et que c'était à leur tour de parler à leurs créanciers. Quand ils m'avertissaient que les agences de recouvrement s'en prendraient à moi, je répondais que je gardais des copies de chaque avis de virement et de chaque relevé, assez pour montrer à n'importe qui exactement qui avait porté qui. Pendant les heures de bureau, j'ai suivi la liste que Romain m'avait aidé à établir. J'ai appelé ma banque et j'ai attendu, passant d'un service à l'autre, jusqu'à atteindre quelqu'un qui pouvait mettre des oppositions sur les prélèvements liés aux comptes familiaux. J'ai demandé une confirmation écrite pour chacune et j'ai stocké les fichiers à côté des relevés déjà sur mon ordinateur portable. La pile de documents a grossi rapidement. Ensuite, j'ai contacté la société de location. J'ai dit aux représentants que bien que mon nom figure sur le contrat, le véhicule était chez ma sœur et que les futurs arrangements devaient passer par elle. Ils ont noté le compte et ont répété la durée restante du contrat. J'ai noté l'heure, la date et leur nom, et j'ai glissé ce papier dans le même dossier. Pour le prêt de la maison, j'ai informé le service client que le compte qu'il prélevait ne serait plus utilisé. La personne au bout du fil a calmement récité les conséquences des paiements manqués, des frais de retard, du défaut de paiement, du potentiel d'actions plus lourdes. J'ai dit que je comprenais. Pour une fois, le prochain choix ne serait pas fait par moi. Derrière ces comptes principaux, des fils plus petits ont commencé à se défaire également. Le centre aéré a envoyé un rappel amical indiquant que les frais de l'ENA étaient en retard et que sa place au club d'informatique serait suspendue si le solde restait impayé. Mon portail d'avantages sociaux affichait discrètement la prochaine fenêtre où je pourrais retirer mes parents comme ayant droit et montrer en petits caractères qu'ils pourraient rester assurés s'ils choisissaient de payer eux-mêmes la prime complète. L'opérateur téléphonique a confirmé qu'à la fin du cycle de facturation, mon compte serait réduit à une seule ligne à mon nom et que chaque autre appareil aurait besoin de son propre forfait. Aucun de ces changements n'était spectaculaire en soi, mais ensemble, ils marquaient le début d'une vie où mon soutien n'était plus une évidence. Au fil des jours, le ton de ma famille a changé sans jamais atterrir sur une note honnête. La colère de Camille s'est estompée alors qu'elle jonglait avec les appels des créanciers. Martine oscillait entre me supplier de lui donner un peu plus de temps et me promettre à nouveau qu'elle me rembourserait un jour. Philippe m'a averti que je le regretterais quand je serais plus âgée et que j'aurais besoin des gens que je repoussais. La plupart des soirs, je préparais quelque chose de simple, je laissais mon téléphone sur le comptoir et n'ouvrais que les messages des institutions me demandant de confirmer les dernières étapes pour détacher mes comptes. Chaque fois que j'acceptais un changement, mon monde se rétrécissait d'un petit degré précis, non pas dans un vide, mais dans une forme qui ressemblait enfin à ma propre vie. Alors que l'hiver s'estompait, ma vie a pris une forme qui ne se pliait plus aux urgences des autres. Les dernières confirmations sont arrivées discrètement. Un email indiquait que la couverture de mes parents serait convertie s'ils choisissaient de payer eux-mêmes la prime complète. Un autre confirmait que le forfait téléphonique familial était désormais une seule ligne à mon nom. Un avis du centre aéré indiquait que le compte lié à ma carte avait été fermé et que toute inscription future nécessiterait un nouveau payeur. Aucun de ces messages ne semblait dramatique. Ils se lisaient comme des reçus pour des choix que j'avais déjà faits dans ma tête. Mon téléphone a changé aussi. Le flux constant de messages de ma famille s'est réduit à un goutte à goutte, puis s'est complètement arrêté. Quelques dernières tentatives ont filtré depuis de nouveaux numéros. Une photo du pavillon, semblant plus usé que dans mon souvenir. Un cliché d'un arrêt de bus où Camille attendait avec Léna. Une photo d'une pile de lettres de créanciers étalées sur la table de cuisine de mes parents. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas zoomé. J'ai laissé chaque image traverser le même silence qui m'avait suivi depuis ce brunch du Nouvel An. Mes journées sont devenues simples d'une manière qui semblait presque suspecte au début. J'allais au travail, je rentrais dans un endroit où personne d'autre que moi n'avait de clé, je cuisinais ce que je voulais, je regardais ce qui me plaisait sur des services que j'utilisais réellement. Quand de l'argent quittait mes comptes, c'était pour des factures qui correspondaient à la vie que j'avais devant moi. L'adresse de personne d'autre n'apparaissait sur mes relevés. Le nom de personne d'autre n'était lié à mon crédit. Le dossier que j'avais montré au bistrot vivait maintenant dans le tiroir du bas de mon bureau, associé à un disque dur de sauvegarde contenant les mêmes archives. Je le gardais non pas parce que je prévoyais de me battre avec qui que ce soit, mais parce que j'avais enfin compris que me protéger n'était pas la même chose qu'attaquer ma famille.
C'était simplement refuser d'être effacé par l'histoire qu'il préférait raconter. Des nouvelles me parvenaient par des voies détournées. Une ancienne voisine a mentionné que mes parents avaient parlé à la banque eux-mêmes pour la première fois et essayaient de renégocier un crédit à des conditions correspondant à leurs revenus réels. Quelqu'un de l'ancien cercle social de Camille a dit qu'elle conduisait maintenant une berline plus ancienne, une qu'elle pouvait gérer sans la signature de quelqu'un d'autre. Léna avait été inscrite à l'école publique du quartier, selon les mêmes ragots, semblait s'en sortir parfaitement bien. Rien de tout cela ne m'a donné envie de renouer le contact. Le but n'avait jamais été de leur donner une leçon pour ensuite revenir une fois qu'ils se comporteraient bien. Le but était de sortir d'un rôle qui m'avait englouti tout entière, et d'y rester, même s'ils réalisaient enfin ce que cela avait coûté. Par une fraîche soirée quelques mois plus tard, je me tenais dans ma cuisine, la fenêtre entr'ouverte, écoutant la circulation sur la rue en bas. L'appartement sentait les légumes rôtis et le savon. Mon téléphone était posé sur le comptoir, face visible, sans aucun chiffre rouge exigeant mon attention. Pour la première fois de ma vie, je pouvais décrire mon existence sans commencer la phrase par le nom de quelqu'un d'autre. J'ai pensé à la voix de Léna au bistrot, répétant ce qu'elle avait entendu à la maison comme si c'était un fait. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais dit qu'être utile était la même chose qu'être aimé, que porter le poids en silence me rendait forte au lieu de me rendre invisible. J'ai pensé à la facilité avec laquelle ma propre mère m'avait effacée de la famille avec un seul message, convaincue que je continuerais à payer tout en restant à la porte. Ce que j'ai finalement compris, c'est ceci: l'argent n'achète pas l'amour, mais la façon dont les gens traitent vos sacrifices vous dit exactement comment ils définissent la famille. Si votre valeur ne compte que lorsque vous résolvez des problèmes, alors vous n'êtes pas un membre de leur famille. Vous êtes une ressource. S'éloigner de ça, ce n'est pas de la cruauté. C'est de la lucidité. Si quelqu'un qui regarde cette vidéo se trouve dans la même position que moi, portant la vie de tout le monde pendant qu'on vous traite de rebut, j'espère que mon histoire vous donnera la permission de regarder les chiffres et le comportement côte à côte. Demandez-vous qui vous revendiquerait encore si votre nom disparaissait de leur papier. Ensuite, décidez ce que faire partie d'une famille signifie pour vous, pas seulement ce que cela coûte. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cela vous a fait réfléchir à vos propres limites, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin du même déclic.